un four chaud, un crime de sang-froid. Bienvenue dans Dossier Mystère, je suis votre animateur Étienne. Dites-moi d'où vous nous écoutez. Vos commentaires réchauffent toujours les mystères. Passons à l'affaire. Le village de Little Witham, niché entre deux douces collines et bercé par de vastes champs d'orge, se targuait d'être un endroit où l'extraordinaire empiétait très rarement sur l'ordinaire. La vie avançait à un rythme agréable et prévisible. Les dames de la WI se réunissaient le jeudi, les cloches de l'église sonnaient le dimanche, et chaque matin à 7h30, l'arôme doré du pain frais dérivait de la boulangerie Hartley, s'enroulant paresseusement dans les ruelles du village comme un héros de la paix domestique. C'est cette routine même qui a rendu les événements de ce lundi matin encore plus troublants. Lorsque M. Peter Hartley, le boulanger du village, depuis 27 ans, n'a pas réussi à ouvrir son magasin, cela a d'abord été considéré comme une erreur étrange mais pardonnable. Cependant, vers 8h30, la petite file d'attente qui se formait habituellement à l'extérieur, Madame Penelope Chudleigh avec son panier en osier, Monsieur Thomas Griggs se plaignant de son petit déjeuner rationné, et la jeune Sally, Pepper dans son uniforme scolaire, avait commencé à murmurer. « Peut-être qu'il a dormi trop longtemps », suggéra joyeusement Sally en ajustant son sac. « Peter Hartley, vous avez trop dormi ?» renifla Madame Chudleigh. Cet homme pétrit la pâte à 5 heures précises depuis près de 3 décennies. Dormir trop longtemps n'est pas dans sa nature. Monsieur Griggs a frappé à la porte avec sa canne. « Hartley, ouvre, mec! Nous dépérissons !» Aucune réponse n'est venue, seulement le calme d'une boutique fermée et le léger tic-tac de l'horloge du village. Ce fut Sally qui le remarqua la première. Une odeur étrange, presque métallique, se répandant dans l'air lourd, sous le confort habituel de la levure et de la farine, une odeur déplacée. Elle fronça le nez et montra du doigt. « Écoute, » dit-elle. Les autres suivirent son regard jusqu'à une petite tache rougeâtre, rampant sous le bord inférieur de la porte arrière de la boulangerie. Un moment de silence stupéfait resta parmi eux, rompu seulement lorsque Madame Chudleigh poussa un bref « ok » horrifié. En moins d'une heure, l'inspecteur Crail de Muchminster avait été convoqué. Homme trapu et pragmatique avec des sourcils épais et une impatience pour les hystériques country, Crail a pris les choses en main avec vivacité. La porte s'est ouverte de force, révélant une scène qui entra Little Witham pendant des années. Peter Hartley était étendu sur le sol saupoudré de farine de sa propre cuisine, son tablier de boulanger toujours noué autour de sa taille. Sa tête portait une horrible blessure, et à côté de son corps encore chaud se trouvait la lourde balance à pain en fonte, dont la base était tachée de sang. Il y avait eu une lutte. Le bac à pâte renversé, les bols à mélanger éparpillés, et l'empreinte d'une seule empreinte tachée en attestait. Et pourtant, curieusement, il n'y avait aucun signe d'effraction. Aucune vitre cassée, pas d'argent liquide manquant dans la caisse. Le meurtre était arrivé à Little Witham, et il était arrivé dans l'endroit le plus familier. De l'autre côté de la place, Miss Jane Marple regardait par la fenêtre du salon de Primrose Cottage, ses aiguilles à tricoter oubliées sur ses genoux. Elle était à mi-chemin d'une écharpe torsadée plutôt complexe lorsque la vue de l'agent de police courant à travers le green avait attiré son attention. Un œil exercé aperçut bientôt les groupes inquiets de villageois qui se formaient et se reformaient à l'extérieur de la boulangerie comme des bancs de poissons dérangés. Elle se leva de sa chaise, alla chercher son chapeau et ses gants, car il ne faut jamais sortir mal habillé même face à une tragédie, et se dirigea sans hâte vers le brouhaha. Au moment où elle atteignit la boulangerie, la scène était bouclée par 2 jeunes agents qui semblaient aussi nerveux que des poulains. « Pas d'entrée, Miss Marple », dit précipitamment l'une d'elles en se balançant d'un pied sur l'autre. « Ordre de l'inspecteur Crail. »« Bien sûr, mon cher garçon, » dit Miss Marple d'une manière apaisante, ses yeux bleus scintillant d'un mélange d'inquiétude et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui suggérait une intelligence, vive aiguisée par des années d'observation tranquille. Elle s'attarda juste assez près
pour entendre les bribes de ragots qui s'échappèrent de la foule rassemblée. Ça doit être un vol qui a mal tourné. Mais il ne manque rien à peine, pas un centime. Un étranger, je suppose. Des types londoniens, de passage. Miss Marple ne fit aucun commentaire. Elle écoutait simplement, tricotant à la main les aiguilles claquant doucement, comme pour traduire les bavardages du village en un motif qu'elle seule pouvait lire. À l'intérieur de la boulangerie, l'inspecteur Crail observa la scène avec une irritation croissante. C'était trop propre, trop soigné. Hormis les signes de la bagarre, les locaux étaient en ordre, aucun signe d'un cambrioleur fouillant les lieux. Et Hartley lui-même, eh bien, pensa Crail, il n'avait pas vraiment été un saint. Il y avait des histoires, chuchotées, autour de pintes au King's Arms. Le caractère colérique de Peter Hartley quand il buvait trop de cidre, la brève liaison de Peter Hartley avec une femme mariée, le refus de Peter Hartley de faire un don au fond du toit de l'église, qui avait causé plus de mécontentement qu'on aurait pu l'imaginer. Beaucoup de motivation dans un endroit comme Little Witham. Mais Crail avait déjà formulé une théorie bien rangée, un crime passionnel, alimenté par les rancunes du village. C'était dans son esprit, pour ainsi dire, résolu. Il ne restait plus qu'à trouver le bon coupable, le plus pratique. Pendant ce temps, tandis que Miss Marple discutait doucement avec Madame Chudley en pleurs des jours meilleurs de Peter, son esprit travaillait rapidement et silencieusement. Elle se souvint d'un curieux incident survenu l'année dernière, lors de la fête du village impliquant Peter et un prix de concours de gâteaux disparu. Elle se souvient avoir entendu des bribes de ressentiment à l'égard du monopole croissant de Hartley sur les contrats de restauration locale. Elle a mis ces petits faits de côté, soigneusement comme des points dans un échantillon, sachant que les crimes, comme le patchwork, étaient souvent cousus à partir de petits morceaux apparemment insignifiants. Et déjà, Miss Marple en était sûre. La solution au meurtre de Peter Hartley ne résiderait pas dans le vol d'argent ou dans la jalousie ivre. Cela résiderait dans quelque chose de bien plus humain et de bien plus mesquin. Elle jeta un nouveau coup d'œil vers la porte de la boulangerie, l'odeur du pain chaud et du sang flottant encore légèrement dans l'air, et s'autorisa un petit soupir triste. La nature humaine, après tout, était rarement aussi saine qu'une miche de pain de campagne. Les nouvelles traversaient Little Witham plus vite que les vents d'ouest sur les champs d'orge. À midi, chaque chaumière, chaque salon et chaque coin du pub de King's Arms bourdonnait de terribles nouvelles. Peter Hartley était mort, assassiné, rien de moins, dans sa propre boulangerie. Le village, ce petit monde autonome, réagissait comme le font toujours les villages en période de grands bouleversements. Ils bavardaient, spéculaient, et commençait tranquillement à pointer du doigt. Au bureau de poste, Miss Clarice Bentham, qui tenait le comptoir depuis aussi longtemps que l'on se souvienne, se pencha vers Madame Sims, l'épouse du vicaire, baissant la voix jusqu'à un murmure théâtral. « J'ai entendu dire, » a déclaré Miss Bentham, les yeux brillants derrière ses lunettes, que c'était le jeune Ronnie Stokes. Vous savez, celui qui a été renvoyé de la boulangerie le mois dernier. Madame Sims posa une main gantée sur sa bouche. Sûrement pas. Ronnie n'a que 17 ans. Un peu sauvage peut-être, mais pas vraiment un tueur. Miss Bentham hocha sagement la tête. Ce sont toujours ceux que tu soupçonnes le moins, ma chérie. Pendant ce temps, au King's Arms, M. Edwin Bullen, le forgeron local et autorité en matière de mécanique et de malveillance, a prononcé un discours devant un auditoire reconnaissant. « Remarquez bien, déclara-t-il en tapotant le bar avec un doigt épais, c'était ce voyageur, vous savez, celui qui vendait des heurtoirs et autres la semaine dernière. Étranger au village, c'est toujours comme ça que ça commence. »« Où ?» intervint le vieux monsieur Entwistle depuis le coin. « Cela pourrait être lié à cette affaire de contrat de restauration. Hartley s'est fait plus d'ennemis que d'amis là-bas, à mon avis. »« Oui, » acquiesça Bullen, « et certains ennemis ne pardonnent pas si facilement. » À mesure que la journée avançait, les théories se multipliaient et mutaient comme une contagion, s'infiltrant dans chaque conversation à la théière,
dans chaque réunion de haie, dans chaque signe de tête de voisinage. À Primrose Cottage, Miss Marple était assise en face de sa chère amie, Miss Lavinia Pinkerton, qui était venue aussitôt après avoir appris la nouvelle choquante. « C'est assez horrible, Jane, » dit Miss Pinkerton en se tamponnant les yeux avec un mouchoir en dentelle. « Qui aurait pu imaginer qu'une telle chose se produise ici, dans notre paisible Little Witham ?» Miss Marple servit une nouvelle tasse de thé à chacun d'eux, les mains fermes, l'expression posée. « Je trouve, Lavinia, dit-elle doucement, que les villages paisibles sont souvent les dépositaires des émotions les plus agitées. Le ressentiment, l'envie, la trahison, ils ont tendance à s'envenimer plus vigoureusement lorsque la vie extérieure est si sereine. » Miss Pinkerton frissonna. « Tu ne penses pas ?» Elle baissa la voix. « Tu ne penses pas que ça pourrait être quelqu'un que nous connaissons ?» Miss Marple eut un petit sourire. « Ma chère Lavinia, c'est presque certainement quelqu'un que nous connaissons. Les crimes de cette nature, les crimes passionnels, les crimes de ressentiment, ne sont pas commis par des étrangers, mais par des voisins. » Miss Pinkerton pâlit et serra plus fort sa tasse de thé. À la boulangerie, l'inspecteur Crail avait installé une sorte de petit quartier général, réquisitionnant une table d'angle dans la devanture du magasin. Les villageois ont été convoqués un à un pour être interrogés. Ronnie Stokes était le premier. Le garçon entra, maussade et les yeux rouges, ses fines épaules voûtées sur la défensive. « Vous vous êtes disputé avec Hartley, » dit crûment Crail. « Des témoins l'ont entendu, il vous a renvoyé, n'est-ce pas ?» Ronnie hocha la tête en silence. « Et on vous a vu flâner près de la boulangerie il y a à peine 2 jours. » Ronnie leva la tête, maintenant provoquant. « Je cherchais du travail, monsieur. Un travail honnête. Je n'ai jamais touché monsieur Hartley. Il m'a donné du fil à retordre, bien sûr, mais je ne le ferai pas. » Sa voix se brisa et Crail, ne détectant aucune réelle menace chez le garçon, lui fit signe de s'éloigner avec un grognement. Vint ensuite Madame Iris Longstreet, présidente du Women's Institute, qui avait autrefois mené une dispute très publique avec Hartley au sujet de la restauration de la fête annuelle. « Je l'ai trouvé insupportable, » avoua-t-elle vivement, en ajustant son collier de perles. « Mais un meurtre, inspecteur ? Je vous assure, mes mains sont tout à fait propres. J'organisais hier un déjeuner pour la Witham Literary Society. 20 dames peuvent le confirmer. » Elle renifla avec une indignation digne et sortit de la boulangerie. Et ainsi de suite, le tri lent et inefficace des villageois, chacun avec un grief potentiel, chacun protestant haut et fort de son innocence. Pendant tout ce temps, Miss Marple observait de loin. Elle passa son après-midi à visiter tranquillement diverses chaumières, sous prétexte de témoigner de la sympathie ou d'échanger de petits réconforts. Une assiette de sablé pour Madame Goodbody, un pot de confiture de fraises pour la veuve Ellis. Dans chaque maison, ses yeux perçants remarquaient de petites choses, un chapeau manquant à une patère, un tremblement nerveux dans une voix, une tache hâtivement dissimulée sur un manteau. En même temps, elle écoutait avec le même soin qu'elle accordait à ses travaux d'aiguille. Fragments de conversation, incohérences dans les chronologies des villageois, curieuses omissions, tout a été rassemblé et stocké. Ce soir-là, alors que le crépuscule adoucissait les arêtes vives de la journée, un petit rassemblement s'est réuni au presbytère. Cette réunion avait apparemment été organisée pour prier pour l'âme de Peter Hartley, mais en réalité, elle servait un objectif plus immédiat, échanger les dernières rumeurs. Miss Marple était assise tranquillement près de la cheminée, les aiguilles à tricoter clignotant régulièrement, tandis que le révérend Sims tentait d'orienter la conversation vers des questions plus spirituelles. Pourtant, le courant de suspicion sous-jacent était trop fort. Il s'est échappé par « petite rafale ». « Je n'ai jamais aimé la façon dont Hartley parlait à la pauvre Madame Vine, » marmonna M. Griggs. « Eh bien, si vous me demandez, » a déclaré Madame Chudleigh dans un murmure scénique, « c'est sa nièce, Marjorie. Elle traîne toujours dans la boulangerie, n'est-ce pas? Pose des questions. » Fouinant. «
Mais Marjorie est à lui, nièce, protesta faiblement Miss Pinkerton. Les liens du sang, dit sombrement Madame Chudley, ne garantissent pas la loyauté. Miss Marple a soigneusement stocké tous ces nouveaux sujets dans son esprit. Et même si personne ne l'a remarqué, elle a interrompu son tricot pendant un bref instant lorsque Madame Chudley a mentionné Marjorie Hartley. Le village, dans ses commérages enfiévrés, avait attisé de nombreuses possibilités. Mais Miss Marple, perspicace et patiente, savait que les vraies réponses ne nécessitaient pas de bruit, mais une écoute attentive et silencieuse. Il y avait des secrets cachés dans le tissu de Little Witham, cachés derrière des rideaux de dentelle et des haies taillées. Et elle avait l'intention de les démêler, point par point avec soin. Le lendemain matin, l'aube était lourde et grise sur Little Witham, comme si le ciel lui-même s'était mis à pleurer la mort prématurée de Peter Hartley. Une bruine persistante tombait, glissant les pavés et faisant s'affaisser les haies avec un découragement humide. Pourtant, malgré le temps maussade, le village était particulièrement actif. Les rideaux tremblaient, les portes s'ouvraient et se fermaient vivement, et les gens trouvaient des excuses pour sortir, chercher du lait, visiter le bureau de poste, livrer des livres oubliés à la bibliothèque, tout ce qui leur permettait de flâner près de la boulangerie et d'absorber les derniers fragments de spéculation. À l'intérieur de Primrose Cottage, Miss Marple finit de nouer les rubans de son bonnet et choisit un parapluie solide sur le stand. Il ne faudrait pas paraître trop impatient, pensa-t-elle. Mais certains petits faits nécessitaient un examen discret, et le plus tôt serait le mieux. Avant de partir, elle jeta un nouveau coup d'œil à son petit bloc-notes. Il ne contenait que quelques lignes éparses, écrites de sa main arachnéenne, que Ronnie Stokes, licencié plein de ressentiment mais maladroit Adam Longstreet, rancune pour la fête, alibi assuré Marjorie Hartley, nièce, motif peu clair, présence notable pas de vol. Motif personnel implicite empreinte tachée unique. Petites et étroites, ces notes n'étaient pas des conclusions. Miss Marple était bien trop méthodique pour cela. Mais des points de départ, des fils qui pourraient éventuellement former un modèle. Sa première visite fut à la boulangerie elle-même, désormais bouclée par les ordres de l'inspecteur Crail. Un seul agent, jeune et un peu humide, montait la garde à la porte. « Bonjour, gendarme Larkin, » dit Miss Marple avec un sourire chaleureux. « Je me demande si je pourrais avoir un petit mot avec l'inspecteur Crail. Juste une petite affaire tout à fait officieuse. Le jeune homme, qui avait été enfant de cœur, sous la direction sévère mais aimable de Miss Marple, rougit et balbutia qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Quelques minutes plus tard, l'inspecteur Crail apparut, l'air harcelé et impatient. « Si vous êtes ici pour proposer des théories, Miss Marple, dit-il sans préambule, je vous assure que nous avons les choses en main. »« Oh, j'en suis sûr, » dit Miss Marple d'une manière apaisante. « Je ne rêverais pas d'intervenir. Je me demandais simplement si vous aviez déterminé avec précision à quelle heure M. Hartley est mort. » Les sourcils de Crail se contractèrent. Estimation préliminaire entre 6 et 7 heures hier matin. Le docteur Vickers l'a estimé vers 6h30, en fonction de la température corporelle et d'autres facteurs. « Je vois, » dit Miss Marple, hochant la tête pensivement. « Donc très tôt, avant que la boulangerie ne soit censée ouvrir. »« Exactement. »« Et je me demande, » continua-t-elle doucement, « y avait-il du pain prêt à vendre ? Ou la journée de cuisson n'avait-elle pas encore commencé ?» Crail fronça les sourcils. Il y avait 2 plateaux de petits pains partiellement cuits. Les minuteries du four suggèrent qu'il venait tout juste de commencer. Miss Marple a fait un petit TSK de sympathie. Pauvre homme. Comme cela a dû être très soudain. Être abattu au début d'une honnête journée de travail. Crail grogna, visiblement peu disposé à s'attarder sur des plaisanteries. « Si vous voulez bien m'excuser, Miss Marple, j'ai de vraies enquêtes à mener. »« Bien sûr, inspecteur, je ne vous garderai pas. » Et avec un sourire doux, presque d'excuse, Miss Marple se retira, l'esprit déjà en pleine course. De la boulangerie, elle a rendu visite à Marjorie Hartley,
qui séjournait temporairement à l'auberge Rose and Crown pendant que des dispositions étaient prises pour les affaires de son défunt oncle. Marjorie était une jeune femme menue et sourise d'environ 26 ans, au visage pincé et aux mains nerveuses. Elle ouvrit la porte au cou de Miss Marple avec une réticence évidente. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit gentiment Miss Marple. « Seulement, je pensais que tu aimerais un peu de compagnie dans des moments aussi difficiles. » Marjorie hésita puis s'écarta. « Merci, Miss Marple. Je suppose que c'est gentil de votre part. » À l'intérieur, la chambre de l'auberge était soignée mais impersonnelle. Une petite valise était ouverte sur le lit, révélant des vêtements simples et un exemplaire abîmé de Jane Eyre. « Vous deviez beaucoup aimer votre oncle, » dit doucement Miss Marple, observant de près la réaction de Marjorie. Marjorie s'est tordu les mains sur ses genoux. « Je lui devais beaucoup, » dit-elle enfin. « Il m'a accueilli après la mort de mes parents. Il m'a donné du travail, un endroit où vivre. » Miss Marple a noté le choix des mots, « dû » et non « aimé ». Et pourtant, dit-elle, son ton toujours doux, certaines personnes disaient qu'il pouvait être difficile parfois. Marjorie eut un petit rire amer. C'est une façon de le dire. Oncle Peter croyait au travail acharné. Il ne pensait pas beaucoup à la gentillesse. Miss Marple hocha la tête, comme si ce n'était rien de plus que ce à quoi elle s'attendait. « Et tu étais avec lui hier matin ?» Marjorie se raidit. « Non, j'étais au presbytère. J'aidais Madame Sims avec les comptes de l'école du dimanche. »« Ah !» dit doucement Miss Marple. « Et Madame Sims peut le confirmer ?» La bouche de Marjorie s'ouvrit puis se referma. Son visage rougit. « Je suis partie tôt, avant 6 heures. Je voulais être à la boulangerie pour aider aux préparatifs du matin. Mais... » Sa voix s'éteignit. « Mais vous n'êtes jamais arrivé. » Termina Miss Marple pour elle, ses yeux bleus brillants et sympathiques. Marjorie hocha misérablement la tête. « Je l'ai trouvé. J'ai ouvert la porte arrière et il était là. » Les larmes lui montèrent aux yeux et, malgré elle, Miss Marple ressentit un pincement de pitié. Quels que soient les secrets de Marjorie, le chagrin authentique ou coupable était clairement écrit sur son visage. Tandis qu'elle revenait sous la bruine, Miss Marple retourna ce qu'elle avait appris. La relation de Marjorie avec son oncle était complexe, liée par la gratitude mais tendue par le ressentiment. Ses mouvements ce matin-là étaient étrangement vagues. Et pourtant, l'instinct de Miss Marple aiguisé au cours d'une vie d'observation humaine lui disait que Marjorie n'était pas une tueuse. Effrayée, oui. Peut-être cacher quelque chose, mais pas capable d'abattre son propre sang avec une violence brutale. Non, la vraie réponse est ailleurs, quelque part dans le calme et les habitudes familières du village. Cet après-midi-là, Miss Marple fit un détour par la boutique de la modiste, sous prétexte d'acheter un nouveau chapeau. Madame Abernathy, la modiste, était un trésor de potin. Tout en épinglant des rubans sur un bonnet de paille, elle bavardait avec enthousiasme. « Avez-vous entendu, dit-elle, que Hartley avait prévu de modifier son testament ? » « Oh oui, il a été vu à Muchminster, s'enquérant des avocats. » Miss Marple dressa les oreilles. « Comme c'est intéressant, murmura-t-elle. N'avait-il pas de famille à part Marjorie ? » « Aucun vivant, a confirmé Madame Abernathy, mais il avait des amis. » « Eh bien, les amis pouvaient être généreux, des gens qui comptaient sur lui, disons. »« En effet, a déclaré Miss Marple, et est-ce que quelqu'un aurait été bouleversé par un tel changement ?» Madame Abernathy rit sombrement. « La moitié du village, chérie, la moitié du village. » Plus tard, dans le calme de son salon, Miss Marple s'assit à nouveau pour revoir ses notes. Désormais, de nouveaux noms avaient rejoint la liste. Madame Vine, femme de ménage de longue date, récemment licenciée M. Chapman, boulanger rival. Eghrim Everett. Le greffier du notaire, étrangement nerveux, le web se développait. Les motivations commençaient à se regrouper comme des nuages d'orage au-dessus de Little Wissam. Et pourtant, l'esprit de Miss Marple revenait encore et encore à un petit point curieux.
l'empreinte. Petite, étroite, ni celle de Ronnie, ni celle de Marjorie, ni les lourdes bottes d'un forgeron ou d'un agent de police. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inattendu. Elle devrait maintenant faire preuve de prudence. Le tueur, quel qu'il soit, ne resterait pas les bras croisés et, le prochain mouvement, soupçonnait-elle, serait encore plus dangereux. En milieu de semaine, la douce bruine s'était transformée en une pluie continue et tambourinante, frappant les fenêtres de Little Witham, comme pour pousser les villageois à rentrer à l'intérieur et à spéculer. Au King's Arms, la foule habituelle s'était rassemblée, cherchant du réconfort dans la bière et les conjectures murmurées. Le feu crépitait dans l'âtre, projetant de longues ombres contre les murs, et dans la chaleur enfumée, la suspicion poussait aussi chaleureusement que des champignons après un orage. L'inspecteur Crail avait agi de manière décisive. Il avait besoin d'un suspect, et rapidement, pour apaiser les troubles grandissants. Et donc cet après-midi même, il a procédé à une arrestation, le jeune Ronnie Stokes. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ronnie, le garçon maussade et têtu renvoyé de la boulangerie quelques semaines plus tôt, avait été aperçu près de la boulangerie tôt ce matin-là. Il n'avait aucun alibi. Pire encore, il avait un caractère dangereux, selon les normes du village. C'était suffisant pour Crail. Ce n'était pas suffisant pour Miss Marple. Dans le salon de Primrose Cottage, Miss Marple et le révérend Sims étaient assis près du feu, le thé entre eux, la pluie fournissant un murmure de fond persistant. « Cela semble si pratique », dit le révérend Sims avec hésitation, remuant son thé sans grand enthousiasme. « L'arrestation de Ronnie, je veux dire. » Miss Marple hocha la tête, le clic de ses aiguilles à tricoter étant rythmé et régulier. La commodité, cher révérend, est rarement synonyme de vérité. Sims se pencha en avant et baissa la voix. « Je suppose que vous avez vos propres théories ?»« Pas de théorie, » dit sereinement Miss Marple. « Seulement des observations. Et la nature humaine, bien sûr. » Sims parut intrigué, mais Miss Marple se contenta de sourire et se remit à tricoter. Il fut un temps pour les révélations, et ce n'était pas encore le cas. Au bureau de la police, Ronnie était assis derrière un bureau en mauvais état, les mains légèrement tremblantes, le visage pâle sous la lumière crue. L'inspecteur Crail, les bras croisés sur la poitrine, le regardait avec une impatience à peine voilée. « Vous aviez des moyens, des motivations et des opportunités, » a déclaré Crail. Voulez-vous expliquer pourquoi vous rôdiez autour de la boulangerie de M. Hartley le matin de sa mort? Ronnie déglutit difficilement. Je ne rôdais pas. Je voulais récupérer mon travail. Je sais qu'il était en colère quand il m'a viré, mais j'ai pensé, peut-être qu'il reconsidérerait sa décision. Et pourquoi as-tu été licencié en premier lieu? Le visage de Ronnie s'assombrit. J'ai brûlé un lot de pain. Oncle Peter, je veux dire M. Hartley, il avait du caractère. Il a dit que j'étais négligent. Crail prit note. Avez-vous discuté? Ronnie hocha misérablement la tête. Oui, je me suis mis en colère. J'ai dit des choses que je ne devrais pas. Et quand tu as trouvé la boulangerie fermée, qu'as-tu fait? Parti à ce moment-là, marmonna Ronnie. J'ai attendu un peu, puis je suis parti. Crail referma brusquement son cahier. Une histoire probable. Mais au fond, même Crail le savait. C'était trop chouette. Et Miss Marple, qui se tenait tranquillement sur le seuil, le savait aussi. Plus tard dans la soirée, après un examen, attentif et 2 visites à des familles qui avaient vu Ronnie à différents moments de la matinée, leur récit était incertain, mais pas accablant, l'inspecteur Crail a relâché le garçon à contre-cœur, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Ronnie trébucha dans le crépuscule, clignant des yeux de confusion, tandis que le village tourbillonnait à nouveau de débats chuchotés. Le centre de la suspicion s'est alors déplacé, comme c'est si souvent le cas dans les communautés proches, où les alliances sont fragiles, et les commérages sont monnaie courante. Madame Iris Longstreet s'est ensuite retrouvée dans la ligne de mire. Lors de la réunion de jeudi du Women's Institute, elle a fait face à des regards froids et à des accusations chuchotées.
Après tout, ce n'était un secret pour personne qu'elle s'était âprement battue contre Peter Hartley au sujet des contrats de restauration pour la fête. Il avait surenchéri sur son fournisseur préféré, l'embarrassant publiquement. Certains disaient qu'elle avait juré de le ruiner, même si, comme Miss Marple le savait, les gens disaient souvent de telles choses sans vraiment les penser. Pourtant, Madame Longstreet a pris l'offensive. « Je peux vous assurer à tous, dit-elle, debout avec toute la dignité hautaine d'une grande dame édouardienne, que j'ai passé toute la matinée du meurtre à animer le déjeuner de la société littéraire. 24 témoins. Si l'on inclut la femme du nouveau curé et la terrible Madame Pargeter, l'épouse du vicaire, assise au premier rang, fit un signe de tête confirmant. Pourtant, dans l'esprit de nombreux villageois, le doute persistait comme une brume à travers les champs. Miss Marple, cependant, n'avait pas encore été distraite de sa tranquille poursuite. Elle avait remarqué une autre chose curieuse, les registres d'approvisionnement de la boulangerie. Après une enquête minutieuse, et avec l'invisibilité naturelle accordée à une vieille fille d'un certain âge, elle a appris que M. Hartley avait récemment commandé une livraison inhabituellement importante d'ingrédients spéciaux, fines amandes moulues, cerises séchées, épices exotiques. Ce n'est pas le tarif habituel d'une humble boulangerie de village. Plus intriguant encore, plusieurs entrées du grand livre avaient été rayées à la hâte. Les reçus manquaient complètement. Lorsque Miss Marple s'est renseignée auprès des fournisseurs de la boulangerie, un employé pressé a laissé échapper que M. Hartley avait développé une nouvelle ligne à vendre à Muchminster, dans l'espoir de s'étendre au-delà de Little Witham. Une telle ambition, songea Miss Marple, pourrait ébouriffer plus que quelques plumes. Y avait-il un autre boulanger à Muchminster qui avait vu Hartley comme une menace, ou peut-être que, plus près de chez nous, quelqu'un s'était senti offensé, négligé ou trahi? Vendredi après-midi, elle s'est rendue à l'extrémité du village où M. Chapman, le deuxième boulanger de Little Witham, vivait en semi-retraite. Chapman était un homme grand et mince, avec un air perpétuellement rancunier, comme si la vie elle-même l'avait trompé à chaque occasion. Il salua Miss Marple à contre-cœur et, après quelques cajoleries, l'invita dans son salon délabré. « Vous connaissiez bien Peter Hartley, j'imagine » dit doucement Miss Marple, tandis que Chapman leur versait à tous deux un thé à queue. « Trop bien, dit Chapman avec aigreur. Il baissait toujours les prix, affichait ce sourire, agissant en héros de la rue principale. » Miss Marple sirota pensivement son thé. « Pourtant, vous êtes resté dans les affaires côte à côte pendant de nombreuses années. »« Seulement, marmonna Chapman. Sans la pension de ma femme, j'aurais fermé depuis des années. » Miss Marple n'insista pas davantage. Elle s'est simplement assise, tricotant à la main, permettant au silence de s'étendre. Et bien sûr, Chapman la remplit. « Retenez bien mes paroles, Miss Marple, » dit-il amèrement. « Peter Hartley s'est fait plus d'ennemis que d'amis dans ce village, et pas seulement moi. » « En effet, » dit Miss Marple en rangeant ce morceau. Alors qu'elle rentrait chez elle sous une pluie constante, elle réfléchit à ce qu'elle avait glané. M. Chapman avait des motivations, rivalité professionnelle, désespoir financier. Mais encore une fois, il manquait quelque chose. La violence du meurtre ne parlait pas seulement de ressentiment, mais aussi de personnelle colère. Quelqu'un qui avait été blessé, humilié, pas seulement vaincu. À Primrose Cottage, Miss Marple alluma le feu et sortit à nouveau son cahier. Elle relut sa liste de noms. Chaque suspect avait un mobile plausible, mais aucun ne satisfaisait entièrement ses instincts, sauf peut-être un. Quelqu'un à négliger jusqu'à présent, quelqu'un d'assez proche de Peter Hartley pour connaître intimement ses routines, quelqu'un avec de petits pieds, suffisamment étroits pour laisser une empreinte pas plus grande que celle de Miss Marple. Et tandis qu'elle regardait le feu, un souvenir lui revint, quelque chose que Madame Goodbody avait dit en passant, à propos d'une dispute entendue derrière la boulangerie. Passé, avec Ronnie. Pas avec Chapman, mais avec quelqu'un d'autre, une rivalité plus calme, enveloppée de déférence.
Les aiguilles de Miss Marple restèrent immobiles dans les airs. Le modèle commençait à prendre forme, mais il lui en faudrait davantage, encore. Un lapsus, un autre coup révélateur, avant de pouvoir agir. Et elle soupçonnait que l'occasion se présenterait le plus tôt possible. Après tout, le meurtrier devenait nerveux, et les gens nerveux ont commis des erreurs. La pluie a continué, sans relâche toute la nuit, lavant les ruelles étroites de Little Whiteham, comme si le village lui-même cherchait à effacer la tache du meurtre. Pourtant, rien ne pouvait effacer le malaise qui s'accrochait désormais à chaque coin de rue, à chaque conversation. Samedi matin, Miss Marple a observé un changement subtil dans l'humeur du village. Les visages autrefois ouvertement curieux étaient redevenus prudents. Les fenêtres qui étaient habituellement ouvertes pour laisser entrer l'air frais du printemps étaient désormais fermement fermées. Le sentiment de confiance entre voisins avait commencé à s'éroder, et la suspicion comme le lierre se glissait le long des murs des cottages bien rangés de Little Whiteham. Miss Marple comprenait bien le danger. La peur a engendré le silence, et le silence a protégé la culpabilité. Il était temps, pensa-t-elle, d'être un peu moins passive. Elle commença sa journée par une visite anodine à Madame Goodbody, la femme de ménage âgée qui, sans le savoir, lui avait déjà fourni un indice important. Le cottage Goodbody sentait le cirage à la lavande et la laine humide. Madame Goodbody elle-même, une femme vive aux cheveux blancs épinglés dans un chignon aléatoire, accueillit Miss Marple avec un large sourire. « Entrez, Miss Marple, entrez, la bouilloire vient de bouillir. » Miss Marple a accepté l'invitation avec sa chaleur habituelle, s'installant dans un fauteuil grinçant pendant que Madame Goodbody s'affairait avec des tasses de thé et une génoise déséquilibrée. « J'étais vraiment désolé d'entendre parler de Monsieur Hartley, » commença doucement. Miss Marple, regardant les mains de la femme plus âgée s'arrêter, juste une fraction de seconde, avant de verser le thé. « Terrible affaire, » dit Madame Goodbody en secouant la tête. « Terrible. Vous devez bien le connaître, » a déclaré Miss Marple. « Après tout, tu as fait le ménage pour lui, n'est-ce pas? »« C'est ce que j'ai fait, » a confirmé Madame Goodbody. « Tous les jeudis matins, comme sur des roulettes. » Miss Marple sirota pensivement son thé. « Et tu as mentionné avoir entendu des voix élevées, la dernière fois que tu étais là. » Madame Goodbody hocha la tête, son visage se plissant en fronçant les sourcils. « Je l'ai fait, oui, je n'y pensais pas à ce moment-là. Monsieur Hartley n'était pas du genre à avoir des mots doux quand il était agacé. Mais maintenant, bien sûr... » Elle s'interrompit en secouant la tête. « Vous souvenez-vous avec qui il parlait ?» Madame Goodbody hésita. « Je ne les ai pas vus, mademoiselle. Je l'ai seulement entendu. Mais ce n'était pas le jeune Ronnie, à ma connaissance. Et ce n'était pas un homme non plus. » Miss Marple posa sa tasse de thé avec beaucoup de soin. « Une femme, alors ?» Madame Goodbody hocha la tête. « Oui, une voix aiguë. Elle avait l'air bouleversée. Je n'arrivais pas à comprendre les mots, mais ce n'était pas amical. » L'esprit de Miss Marple s'emballait. « Une femme, pas Marjorie, sûrement ?» La voix semblait bouleversée, pas en larmes, pas familiale. « Merci, Madame Goodbody, » dit-elle chaleureusement. « Vous avez été très utile. » Et elle le pensait vraiment. Plus utile, peut-être, que Madame Goodbody elle-même ne le pensait. Alors que Miss Marple quittait le cottage, elle aperçut une silhouette familière qui remontait péniblement l'allée, le col de son manteau retourné contre la bruine. Monsieur Everett, le jeune clerc du notaire de Muchminster. Les yeux perçants de Miss Marple remarquèrent plusieurs choses à la fois. Le regard nerveux d'Everett par-dessus son épaule, le cartable éclaboussé de pluie qu'il tenait fermement dans la main, à la tension visible dans ses épaules voûtées. Une visite du bureau du notaire au domaine Hartley sans aucun doute. Une pensée frappa Miss Marple avec une soudaine clarté. Elle a changé de cap et, se déplaçant d'un bon pas malgré les pavés glissants, a intercepté M. Everett juste à l'extérieur de la boulangerie. « Bonjour, Monsieur Everett, » dit-elle joyeusement. Le jeune homme sursauta, manquant de laisser tomber son cartable. « Miss Marple, bonjour. »
Il a essayé de se ressaisir, mais a lamentablement échoué. Ses yeux brillaient comme ceux d'un animal, pris au piège. « Vous faites des courses pour votre entreprise, je suppose », dit doucement Miss Marple comme si elle discutait de la météo. « Oui, c'est... Non, je veux dire oui, mais privé, rien d'officiel. » Miss Marple lui adressa un sourire aimable, du genre à l'encourager à se confesser. « Ça doit être difficile de régler des problèmes aussi personnels après une telle tragédie. » Everett rougit. « Je n'en sais rien, dit-il précipitamment. Vraiment, je ne le fais pas. Mais vous vous occupiez du testament de M. Hartley, n'est-ce pas ?» Pendant un instant, Everett eut l'air de vouloir le nier. Puis il s'affaissa visiblement. « Seulement les révisions, marmonna-t-il. Il ne les avait pas terminées. Tout cela était encore très informel. »« Je vois, » dit doucement Miss Marple. « Et ces révisions auraient-elles modifié de manière significative les bénéficiaires ?» Everett jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. « Je ne suis pas censé le dire, » murmura-t-il. « Confidentialité, vous comprenez ?»« Bien sûr, a déclaré Miss Marple. « Mais sûrement vous souhaiteriez que justice soit faite pour le pauvre monsieur Hartley. » Everett hésita un peu trop longtemps, puis il se pencha plus près, sa voix se transformant en un murmure. Il éliminait Marjorie. Elle ne le savait pas encore. Il prévoyait de tout laisser à quelqu'un d'autre. « Qui, monsieur Everett ?»« Madame Vine, » dit misérablement Everett, son ancienne gouvernante. Il se sentait coupable, voyez-vous, de l'avoir renvoyée. Il a dit qu'elle l'avait bien servi. L'esprit de Miss Marple redevint net, Madame Vine, une femme fière, discrètement licenciée, il y a des mois dans de vagues circonstances, une femme qui avait servi loyalement pour ensuite être mise de côté, et maintenant, peut-être, rétablie, en grâce, mais à quel prix? Cet après-midi-là, Miss Marple a tenu à rendre visite à Madame Vine. L'ancienne gouvernante vivait dans une petite maison humide à la sortie du village, loin de la route principale. Le jardin était envahi par la végétation. Les rideaux étaient tirés. Madame Vine elle-même n'ouvrit que partiellement la porte, regardant dehors avec méfiance. « Je suis désolée, Miss Marple, » dit-elle sèchement. « Je ne reçois pas de visiteurs. » Miss Marple sourit gentiment. « Seulement quelques mots, ma chère. J'espérais te demander des nouvelles de ta santé. » Madame Vine hésita, puis recula pour lui permettre d'entrer. Le cottage était froid et sentait le renfermer, un contraste saisissant, avec le domaine autrefois immaculé de Madame Vine à la boulangerie. Miss Marple s'assit, resserrant son châle autour de ses épaules. « J'étais vraiment désolée d'entendre parler de M. Hartley, » dit-elle doucement. La bouche de Madame Vine se serra. « L'étiez-vous? Je ne suis pas sûre de l'être. » Il y avait une lueur dangereuse dans ses yeux, de la colère, de la fierté, peut-être même du chagrin transformés en quelque chose de plus dur. « Vous l'avez servi longtemps et loyalement, » a déclaré Miss Marple. « Ça a dû être très douloureux d'être licenciée. » La mâchoire de Madame Vine se serra. 20 ans, Miss Marple. 20 ans de récurage, de pâtisserie et de nettoyage. Puis jetés comme des ordures, parce qu'ils pensaient que j'étais trop vieille, trop lente. Miss Marple ne dit rien, se contentant de regarder. Les mains de Madame Vine, remarqua Miss Marple, étaient fortes et capables, et petites. Assez étroites peut-être, pour correspondre à l'empreinte laissée dans la farine. Je crois, dit doucement Miss Marple, que M. Hartley avait décidé de faire amende honorable, de vous laisser sa succession. Pour la première fois, le sang-froid féroce de Madame Vine faiblit. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je le jure, je pensais qu'il me détestait. » Les larmes lui montèrent aux yeux, réelles et crues. Miss Marple se leva lentement, posant doucement une main sur l'épaule de la femme. « Je te crois, » dit-elle doucement. « Mais tout le monde ne le ferait pas. » Dehors, la pluie s'était calmée, et Miss Marple resta un moment debout sur le chemin, respirant l'air humide et pur. Un indice caché avait été découvert, une pièce essentielle du puzzle. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce n'était pas
la main de Madame Vine qui avait porté le coup fatal. La tendance devenait plus claire, et bientôt, très bientôt, elle aurait suffisamment de fils pour tisser toute la tapisserie de la vérité. Au moment où Miss Marple revint à Primrose Cottage, la lumière de la fin de l'après-midi avait commencé à s'estomper, laissant le village baigné dans un crépuscule mélancolique. L'odeur humide de la pluie persistait toujours dans l'air, mais c'était le courant sous-jacent de suspicion qui avait pénétré jusqu'aux eaux de Little Witham. Les chuchotements avaient recommencé, même si cette fois, ils étaient plus aigus, plus pointus. Le village semblait différent maintenant. Ce n'était plus un lieu serein où les voisins se saluaient avec des sourires familiers. C'était un lieu de méfiance tranquille, où chaque regard semblait chargé de sens cachés. Miss Marple, cependant, n'est pas affectée. Elle était toujours aussi imperturbable, ses yeux perçants s'efforçant de saisir chaque petit détail alors qu'elle se déplaçait dans le village, mais son esprit était ailleurs, passant au crible le réseau complexe d'indices qui s'était lentement dévoilé. Les pièces étaient presque en place. Ce soir-là, elle se rendit aux armes du roi, où les ragots atteignaient leur point d'ébullition. La foule habituelle s'était rassemblée autour du feu, chacun parlant en même temps, les voix s'élevant au-dessus du crépitement des flammes. L'air était rempli de malaise, et même la bière copieuse semblait perdre de son confort pour ceux qui la sirotaient. Miss Marple resta un moment à l'entrée, regardant la scène, sa présence inaperçue de tous, sauf de Madame Chaudeley, qui lui fit un signe de tête serrée avant de reprendre sa conversation. Miss Marple se dirigea vers un coin et s'installa près du feu, tricotant tranquillement, mais ses yeux observaient constamment, cataloguant chaque nuance du langage corporel, chaque hésitation dans le discours. De l'autre côté de la pièce, elle remarqua M. Chapman et Madame Longstreet, engagés dans une discussion animée. Leurs voix étaient feutrées mais féroces, leurs visages tendus par une tension tacite. « Laissez-moi être clair, Chapman, » dit sèchement Madame Longstreet. « Vos accusations mesquines ne m'intéressent pas. Ce n'est pas moi qui ai été exclu du testament. » Miss Marple se pencha légèrement en avant, ses aiguilles momentanément toujours dans ses mains. C'est la mention du testament qui attira son attention. « Bien sûr, ce n'était pas toi, » répondit froidement Chapman. « Mais vous auriez tout aussi bien pu l'être. Vous étiez au centre de tout cela, n'est-ce pas? Vous saviez à quel point les choses changeaient. L'intérêt de Miss Marple s'est accru. Madame Longstreet était au courant des plans de Hartley. Avait-elle eu connaissance des révisions du testament, et avait-elle été mécontente d'être laissée pour compte? La conversation s'éloigna désormais d'elle, et Miss Marple se glissa doucement de sa chaise pour se diriger vers le bar, où M. Griggs, le facteur toujours plaintif de la ville, buvait sa pinte. Elle l'avait vu écouter l'échange de Madame Longstreet et Chapman, et maintenant il semblait préoccupé par ses propres pensées. « Monsieur Griggs, dit-elle doucement, en s'asseyant à côté de lui, « j'espère que tu ne te laisses pas envahir. » Par tous ces potins, Griggs la regarda de côté, les yeux perçants derrière ses lunettes. « Pas plus que d'habitude, grommela-t-il. Mais je vais vous dire ceci, Miss Marple. Quelque chose ne va pas dans toute cette affaire. Les gens parlent d'un testament, d'un combat, de l'argent. C'est trop. » Miss Marple sourit patiemment. « Et qu'en pensez-vous, Monsieur Griggs? À qui profite la mort de Peter Hartley ?» Griggs eut un petit rire sans humour. « C'est la vraie question, n'est-ce pas? C'est toujours l'argent, en fin de compte. » Miss Marple réfléchit attentivement à ces paroles. Il avait raison d'une certaine manière. L'argent avait le pouvoir de découvrir des secrets, de révéler des choses que les gens préféraient garder enterrées. Mais il y avait autre chose ici, quelque chose de plus subtil que la simple cupidité. Le lendemain matin, Miss Marple avait reconstitué une nouvelle partie du puzzle. Elle avait appris que le testament que Peter Hartley était en train de rédiger, bien qu'inachevé, contenait une disposition curieuse. La majeure partie de sa succession devait être reversée à une organisation caritative pour les enfants. Qu'une organisation caritative que Madame Vine, l'ancienne femme de ménage, soutenait depuis longtemps, mais pour laquelle elle n'avait jamais été reconnue. Hartley avait, semble-t-il,
voulu réparer ses actes antérieurs. Mais pourquoi avait-il laissé si peu à sa nièce Marjorie? C'était une question qui troublait Miss Marple. Rien dans le comportement de Hartley ne suggérait une profonde rupture avec sa nièce. Au contraire, il semblait l'aimer, mais il y avait quelque chose de légèrement bizarre dans la façon dont Marjorie avait décrit leur relation. Sa réaction à la volonté, à la décision soudaine de l'exclure, avait été modérée, presque trop contrôlée. Miss Marple a décidé qu'il était temps de reparler à Marjorie. Lorsqu'elle arriva au Rose and Crown, Miss Marple trouva Marjorie, assise à une petite table près de la fenêtre, regardant la rue brumeuse, le visage pâle et tiré. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des jours. « Bonjour, Marjorie », dit gentiment Miss Marple en s'asseyant en face d'elle. « J'espérais que nous pourrions reparler. » Marjorie tourna lentement les yeux vers elle, comme si l'effort pour reconnaître Miss Marple exigeait toutes ses forces restantes. « Je t'ai dit tout ce que je savais, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas quoi dire d'autre. » Miss Marple l'observa un instant, puis demanda « Et qu'en est-il du testament de votre oncle? Étiez-vous au courant des changements qu'il était en train d'apporter ?» L'expression de Marjorie resta soigneusement neutre, mais Miss Marple pouvait voir le moindre tremblement dans sa main alors qu'elle soulevait sa tasse de thé. « Je ne savais pas, » dit Marjorie, la voix hésitante. « Je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'il me laisserait quelque chose. Mais maintenant je réalise qu'il ne pensait pas beaucoup à moi. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Pensez-vous que votre oncle a pu changer d'avis après ça? Conversation avec Madame Vine ?» Les lèvres de Marjorie se pressèrent l'une contre l'autre. Son regard se tourna vers la porte. « Je n'en savais rien. Mais je suppose qu'il l'aurait su. Il a toujours aimé essayer d'arranger les choses avec les gens. » « Et vous, Marjorie, » insista doucement Miss Marple, « qu'avez-vous ressenti de la générosité de votre oncle envers Madame Vine ?» Marjorie se raidit, mais sa voix resta calme. « Je suppose que j'étais jaloux, mais c'est naturel, n'est-ce pas? Se sentir blessé quand quelqu'un en choisit un autre à ta place. » Miss Marple se pencha en avant, les yeux doux. « Est-ce que tu te sens blessée maintenant, Marjorie, ou ressens-tu autre chose ?» Marjorie ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne vinrent pas. Elle détourna le regard, le visage rouge, les yeux remplis de larmes qu'elle refusait de verser. Pointe l'esprit de Miss Marple était déjà en train de calculer. Le ressentiment que Marjorie avait ressenti à l'égard des changements intervenus dans le testament était clair. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait à l'image d'une nièce privée, de testament. L'attitude calme et contrôlée de Marjorie, la façon dont elle répondait aux questions de Miss Marple, tout cela indiquait quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'était pas prête à révéler. C'est alors que les yeux perçants de Miss Marple aperçurent quelque chose d'étrange. Juste derrière le rideau qui séparait la salle à manger du couloir, une ombre se déplaçait, la silhouette indubitable de M. Everett, le clerc du notaire debout immobile. Les pensées de Miss Marple s'affluèrent. M. Everett avait été trop impliqué dans les questions juridiques entourant le testament, trop lié au projet de Marjorie et de son oncle. Sa présence ici, à ce moment précis, n'était pas une coïncidence. Elle sourit doucement. La dernière pièce du puzzle était en place. Au moment où les yeux de Miss Marple se posèrent sur M. Everett, debout dans le couloir sombre du Rose and Crown, un paisible sentiment de certitude s'installa dans son esprit. Ce n'était pas simplement qu'il avait écouté sa conversation avec Marjorie, c'était la façon dont il se tenait là, immobile, le visage légèrement pâle, son recul soudain et involontaire, lorsqu'il réalisa qu'il avait été vu, rendit la situation encore plus révélatrice. Miss Marple était une détective trop expérimentée pour laisser ses pensées être obscurcies par l'émotion, mais elle s'autorisa un bref éclair de satisfaction. Le puzzle était presque terminé, et la clé pour le résoudre résidait dans le jeune clerc du notaire. Elle se leva lentement de sa chaise, son tricot soigneusement rangé dans son sac. Ce faisant, elle vit Marjorie jeter un coup d'œil nerveux vers le couloir,
son expression vacillante d'incertitude. « S'il vous plaît, excusez-moi, Miss Marple, » dit doucement Marjorie en se levant également. « J'ai besoin d'un moment. » Mais le regard de Miss Marple restait fixé sur le couloir. Elle pouvait entendre les pas d'Everett reculer et elle n'avait pas besoin de le voir pour savoir qu'il essayait de s'éclipser inaperçu. Ce n'était pas difficile de comprendre pourquoi. Un commis d'avocat était difficilement en mesure d'être vu en train d'écouter aux portes, surtout lorsque son implication dans l'affaire avait déjà été remise en question. « J'ai bien peur, » dit doucement Miss Marple. « J'aurais besoin de parler à M. Everett avant son départ. » Marjorie hésita un instant, mais le ton de Miss Marple était doux mais ferme. Ce n'était pas une demande. Quelques instants plus tard, Miss Marple se retrouva debout dans le couloir de l'auberge, face à M. Everett, qui faisait de son mieux pour paraître calme, mais la légère trace de sueur sur son front trahissait sa nervosité. Ses yeux brillèrent et il ajusta son col comme s'il était soudain devenu trop serré. « J'étais juste, » commença-t-il, mais Miss Marple l'interrompit avec son autorité tranquille habituelle. « Monsieur Everett, » dit-elle d'une voix douce comme du velours, « vous et moi savons tous les deux que vous n'étiez pas simplement de passage. Vous avez écouté ma conversation avec Miss Hartley et vous avez gardé un œil de très près sur la situation ici, à Little Witham. » Everett ouvrit la bouche pour parler, mais Miss Marple leva la main pour l'arrêter. « Je comprends que votre travail implique bien plus que la légalité des testaments. Vous êtes impliqué dans quelque chose de beaucoup plus profond, de plus personnel. » Il déglutit, sa pomme d'Adam s'agitant nerveusement. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Le regard de Miss Marple se durcit. « Oh, je pense que oui. » Le testament de Peter Hartley était plus qu'un simple document juridique. C'était une bouée de sauvetage. Et vous le saviez, n'est-ce pas? Vous le saviez bien avant tout le monde. Le visage d'Everett pâlit, et pendant un bref instant son sang-froid se brisa. Il regarda sur le côté comme s'il pesait ses options. Il bougea inconfortablement sous le regard inébranlable de Miss Marple. « Que suggérez-vous, Miss Marple ?» Sa voix était basse, presque inaudible. « Je suggère que vous avez joué à un jeu dangereux, Monsieur Everett, » a déclaré Miss Marple. « Vous aviez en vue plus que les frais juridiques. Vous aviez les yeux rivés sur la succession. Les mots ont fait mouche. Le visage d'Everett pâlit encore davantage et il chancela légèrement, comme si l'air avait été chassé de ses poumons. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il, sa voix tremblant maintenant. Miss Marple sourit, un sourire calme et complice qui fit se serrer les entrailles d'Everett d'effroi. « Bien sûr que oui. C'est assez simple quand vous regardez les faits, Monsieur Everett. Vous étiez au courant des intentions de Peter Hartley de réviser son testament, et vous saviez que Marjorie allait recevoir très peu. C'était, je suppose, le but de votre implication. » Les lèvres d'Everett s'entr'ouvrirent sous le choc, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux se tournèrent nerveusement vers la porte, comme s'il envisageait la possibilité de s'échapper. Miss Marple a continué. « Vous étiez dans une position délicate, n'est-ce pas? Vous avez vu l'opportunité de vous assurer une place. L'argent de Peter Hartley devait être utilisé pour une œuvre caritative, mais vous ne comptiez pas sur les changements qu'il a apportés. Vous avez donc décidé de prendre les choses en main. » Everett fit un pas en arrière, son visage maintenant déformé par la peur. « Je ne l'ai pas tué, je le jure. Je n'ai pas... »« Non, Monsieur Everett, » l'interrompit Miss Marple, sa voix douce mais inébranlable. « Vous ne l'avez pas tué. Mais vous avez joué un rôle crucial. Alors que les pièces commençaient à se mettre en place, l'esprit de Miss Marple s'emballait avec les implications. Elle avait soupçonné que les révisions du testament étaient la clé pour comprendre le meurtre de Hartley, mais ce n'était pas le testament lui-même qui avait déclenché la violence. C'était l'avidité, la manipulation, le désespoir. Tranquille de quelqu'un qui n'avait l'intention de laisser la succession à personne d'autre qu'à lui-même. C'était l'ambition discrète de M. Everett qui l'avait poussé trop loin. Il avait été conscient des changements de la volonté avant tout le monde. Et cette connaissance lui avait donné du pouvoir. Mais lorsqu'il a compris que l'héritage n'était pas pour lui,
mais plutôt pour une œuvre caritative qui n'avait aucun intérêt personnel dans cette affaire, il a alors décidé d'agir. Le regard de Miss Marple ne vacilla jamais. « Vous vouliez vous assurer un avenir, monsieur Everett. Mais lorsque vous avez vu la vérité, que vous ne pourriez pas profiter de la mort de Peter Hartley, vous avez décidé de manipuler Marjorie. Vous lui avez parlé des modifications apportées au testament et ce faisant, vous l'avez poussé à confronter son oncle. Mais cela ne suffisait pas, n'est-ce pas? Il vous en fallait plus. » Le visage d'Everett se tordit de culpabilité et de peur. « Je n'ai pas... »« Mais vous l'avez fait, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez vu une opportunité et vous l'avez saisie. Vous saviez que Marjorie était bouleversée, qu'elle était émotionnellement vulnérable. Vous saviez qu'elle avait été exclue du testament. Et vous avez utilisé cette connaissance pour la conduire vers son oncle. Et quand vous avez réalisé qu'elle ne pouvait pas faire l'acte elle-même, vous avez pris les choses en main. Vous ne vous souciez pas de qui vous blessiez, tant que vous pouviez réclamer l'héritage pour vous-même. » Everett était silencieux maintenant, ses épaules affaissées par la défaite. Son silence était plus éloquent que n'importe quel. Miss Marple s'avança, sa voix douce mais résolue. « Vous pensiez pouvoir jouer sur les deux tableaux, monsieur Everett. Vous pensiez pouvoir contrôler le récit. Mais en fin de compte, c'est vous qui avez joué le jeu dangereux, et c'est vous qui avez perdu. » Le visage d'Everett se plissa de tristesse et de regret. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Alors que Miss Marple se tenait au-dessus du clerc du notaire vaincu, elle ressentit une tranquille satisfaction. La vérité avait été découverte. Les fils avaient été tirés et le mystère enfin résolu. Elle se tourna pour partir, mais pas avant de jeter un coup d'œil à Marjorie, qui était restée cachée dans un coin, regardant la confrontation se dérouler. Le regard de Marjorie était un mélange de tristesse et d'acceptation. Elle avait été manipulée, utilisée par Everett, mais ce n'était pas elle qui avait tué. Miss Marple savait que le village continuerait. La vérité était éclatée et justice avait été rendue. Alors qu'elle quittait l'auberge, la dernière pluie s'était enfin arrêtée, laissant le village dans un calme étrange. Le petit Witham ne serait plus jamais le même. Mais pour Miss Marple, l'affaire était close, et son travail, une fois de plus, était terminé. Certainement. Voici article 8 de l'histoire, dans la continuité des sections précédentes. La soirée était arrivée avec une finalité tranquille que seul un détective comme Miss Marple pouvait apprécier. Alors que les derniers vestiges de la journée disparaissaient dans la douce lueur du crépuscule, Little Witham semblait pousser un soupir collectif de soulagement. Le meurtre de Peter Hartley avait été résolu, la vérité révélée, et pourtant, il y avait encore quelque chose de troublant dans l'air. Le village, avec ses rythmes intemporels et ses rues endormies, avait été irrévocablement modifié. Les sombres secrets cachés dans ces maisons apparemment parfaites et ces jardins bien rangés avaient fait surface, et même si justice avait été rendue, les répercussions se répercuteraient sur Little Witham pendant longtemps encore. Miss Marple, cependant, était en paix. Elle était assise près du feu dans sa maison, tricotant avec des mains fermes, le doux crépitement du foyer étant le seul bruit dans la pièce. Son esprit, bien que calme à l'extérieur, était toujours occupé, retournant tranquillement les événements de la semaine écoulée, s'assurant que chaque détail avait été pris en compte et que chaque question possible avait été répondue. L'implication de Marjorie Hartley, bien qu'indirecte, avait troublé Miss Marple. Elle avait été manipulée, certes, mais il y avait quelque chose dans son comportement qui suggérait qu'elle n'était peut-être pas aussi innocente qu'elle le paraissait. La façon dont elle avait géré la nouvelle de la mort de son oncle, ses réactions aux changements dans son testament, tout cela révélait une complexité plus profonde. Et puis il y avait M. Everett. Le jeune clerc de notaire avait été la clé de tout cela, animé par l'ambition et le besoin de contrôle. Mais Miss Marple savait que personne n'agit jamais dans le vide. Il y avait toujours d'autres forces en jeu, d'autres motivations cachées sous la surface.
C'était l'heure du test final. Le lendemain matin, Miss Marple se dirigea vers la place du village. Elle avait invité quelques personnalités à une réunion informelle au King's Arms, sous prétexte d'une petite célébration en l'honneur de la résolution réussie de l'affaire. Bien sûr, Miss Marple savait que ce n'était pas vraiment une fête, c'était un examen final, une manière de tout conclure, d'observer une dernière fois les réactions des personnes impliquées. En entrant dans le cadre chaleureux et familier du pub, Miss Marple aperçut la foule habituelle rassemblée près du feu. Il y avait Madame Chudley, perchée sur son tabouret habituel, Madame Longstreet ajustant ses gants avec l'air d'une femme qui avait fait un triomphe personnel, et même Monsieur Chapman, nourrissant encore l'amertume des révélations de la semaine précédente. Marjorie Hartley avait refusé d'y assister, invoquant un besoin de repos, mais Miss Marple s'y attendait. Les villageois regardèrent Miss Marple se diriger vers la cheminée où l'inspecteur Crail était déjà assis. Les deux hommes échangèrent un regard complice, mais aucun des deux ne parla des événements qui s'étaient produits. Ce fut Madame Chudley, toujours bavarde, qui rompit le silence. « Je suppose que nous devrions vous en être reconnaissants, Miss Marple, » dit-elle, sa voix dégoulinante d'un mélange d'admiration et de critique à peine voilée. « Vous avez mis la vérité en lumière, mais je me demande s'il est vraiment nécessaire de divulguer certains détails en public. » Les yeux, plus calmes de Miss Marple étaient fixés sur elle. « Parfois, Madame Chudley, la vérité est plus inconfortable que prévu. Mais elle est toujours nécessaire, je suppose, dit Madame Chudley en reniflant. Mais maintenant nous devons vivre avec les conséquences. Je pense que tout le village sera touché. En effet, répondit doucement Miss Marple, mais il y a quelque chose de plus important, je pense, que les conséquences de la mort d'un homme ou de la culpabilité d'un autre. La pièce s'immobilisa. Il était clair que Miss Marple avait amené la conversation à un niveau plus profond et plus philosophique, un niveau qui n'était pas aussi facilement écarté par les ragots ou le jugement. Au fil des heures, la conversation dérivait sur des sujets plus légers, la météo, la fête du village, les dernières récoltes. Mais Miss Marple n'écoutait pas vraiment les banalités. Elle observait chaque individu, observant leurs réactions, leurs manières, les petits changements dans leur langage corporel qui révélaient plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Ce fut M. Everett qui attira son attention en premier. Sa posture, qui était raide et droite à son arrivée, s'était adoucie, comme s'il devenait plus à l'aise dans la foule. Mais la tension dans ses mains, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour de son verre, trahissait son malaise. C'était presque comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un se révèle. Alors que Miss Marple tournait son attention vers les autres, elle ressentit un léger frisson de satisfaction. Là, dans les mouvements subtils de ses invités, elle pouvait sentir le dénouement final. L'histoire n'était pas encore terminée. Pas tout à fait. Le moment est venu où Miss Marple, avec beaucoup de désinvolture, a mentionné l'aspect négligé de l'affaire, le caché indice qui avait tout changé. « Vous savez, dit-elle, comme si elle ne s'adressait à personne en particulier, il y avait quelque chose d'assez intéressant dans la manière dont Marjorie Hartley s'est comportée lorsque nous avons parlé pour la première fois. Elle était bouleversée, bien sûr, qui ne le serait pas. Mais il y avait un étrange calme dans ses yeux, comme si elle était résignée à quelque chose. La pièce redevint silencieuse. Continua Miss Marple, sa voix légère mais pénétrante. « C'est intéressant, n'est-ce pas? Parfois, les gens qui semblent les plus vulnérables sont ceux qui en savent le plus. C'est comme s'ils avaient déjà accepté la vérité avant tout le monde. » Madame Longstreet haussa un sourcil. « Êtes-vous en train de suggérer que Miss Hartley savait quelque chose sur la mort de son oncle ?» Le regard de Miss Marple se tourna vers la chaise vacante de Marjorie. « Je suggère, Madame Longstreet, que parfois les personnes profondément blessées ne sont pas toujours aussi innocentes qu'elles le paraissent. Elles ne jouent pas toujours le rôle que nous attendons. » Monsieur Chapman bougea inconfortablement. « Je ne pense pas que Marjorie ait quelque chose à voir avec ça.
marmonna-t-il, mais la légère tension dans sa voix trahissait son incertitude. Miss Marple hocha lentement la tête. « Je serai d'accord. Mais il reste encore des pièces à examiner. » C'est à ce moment-là que M. Everett, visiblement à bout de patience, se leva brusquement. Ses mouvements étaient brusques, presque trop brusques, comme s'il avait atteint son point de rupture. « Assez, » dit-il, sa voix rauque avec une émotion à peine contenue. « Je ne peux plus m'asseoir ici et écouter ça. C'est fini. La vérité est dévoilée. L'affaire est close et pourtant vous continuez à fouiller, à poser des questions comme si c'était important. C'est fait. » Le regard de Miss Marple était fixe, inébranlable. « Cela n'a jamais été fait, Monsieur Everett. La vérité ne s'arrête pas simplement parce qu'un verdict est rendu. Les gens passent à autre chose, mais ils n'oublient pas. Et parfois, le plus petit acte, un seul choix discret, peut révéler plus que toute une vie de mots. » Le visage d'Everett pâlit alors que la vérité de ses paroles s'installait. Il était à bord depuis des jours, et maintenant enfin sa façade s'est fissurée. La culpabilité, le poids de ses actes pesaient sur lui comme un manteau insupportable. Il avait cru pouvoir le cacher, pensé qu'il pouvait le laisser derrière lui. Mais Miss Marple avait tout vu, les mensonges, l'ambition, la manipulation, et maintenant, devant tout le monde, il ne pouvait plus le nier. Il s'effondra sur la chaise, ses épaules tremblant. « Je ne voulais pas aller aussi loin, » murmura-t-il, comme s'il avouait les ombres elles-mêmes. La pièce devint silencieuse. Miss Marple regardait tranquillement, sachant que la dernière pièce était en place. Ce n'était pas Marjorie, ce n'était pas Chapman, ce n'était même pas Madame Vine, même si son chagrin avait brouillé son jugement. C'était Everett depuis le début. Il l'avait orchestré, manipulé la situation à son avantage. Il avait vu l'opportunité et dans son désespoir, il avait été à l'origine des événements qui ont conduit à la mort de Peter Hartley. Alors que les sanglots d'Everett s'apaisaient, Miss Marple se leva et se tourna vers le groupe. « La justice, dit-elle doucement, a une façon de se révéler à la fin. Parfois, non pas par la force brute, mais par le dénouement discret des plus petites vérités. » Alors que les villageois restaient assis dans un silence stupéfait, Miss Marple se dirigea vers la porte, son tricot sous le bras. L'affaire était close, vraiment close désormais. Le petit Witham continuerait son chemin, comme le font toujours les villages, mais Miss Marple savait que certains mystères, une fois résolus, ne disparaîtraient jamais vraiment de la mémoire. Les jours qui suivirent les aveux de M. Everett furent étrangement calmes à Little Witham. Le village, qui autrefois bourdonnait de soupçons et de ragots, semblait s'installer dans un calme inquiet. Les gens parlaient encore de la mort de Peter Hartley, bien sûr, mais c'était désormais plus un sujet de tristesse que de spéculation. La vérité était apparue au grand jour et avec elle, les rythmes naturels de la vie du village ont commencé à reprendre, même si quelques fissures subsistaient. Miss Marple, de son côté, ne s'est pas attardée sur l'affaire autant qu'on pourrait s'y attendre. Elle avait toujours préféré laisser les choses derrière elle une fois qu'elles étaient résolues, contente de savoir que justice avait été rendue. Mais il y avait quelque chose de profondément insatisfaisant dans le cas de Peter Hartley, quelque chose qui persistait encore dans son esprit, comme une note qui n'était pas entièrement résolue. Bien entendu, elle connaissait la solution au mystère bien avant la confrontation finale. Mais alors qu'elle était assise près de son feu, tricotant une écharpe pour l'épouse du vicaire, elle s'est permise de réfléchir à la complexité de la nature humaine qui avait conduit à une fin si tragique. M. Everett, animé par l'ambition, avait manipulé les émotions d'une femme vulnérable, poussant Marjorie à confronter son oncle, sachant pertinemment que la colère et la trahison qu'elle ressentait obscurciraient son jugement. Pourtant, Everett avait sous-estimé la perspicacité de Miss Marple. C'était toujours le plus petit détail qui trahissait les gens. Un changement de posture, un regard fugace, une main tremblante. Ce sont ces choses qui racontaient la véritable histoire. Les réflexions de Miss Marple furent interrompues par
Un léger coup frappait à la porte. Elle se leva sans se presser et l'ouvrit pour trouver l'inspecteur Crail debout sur le seuil, une expression légèrement perplexe sur le visage. « Miss Marple », dit-il avec un bout de son chapeau. « J'espérais pouvoir vous parler si vous avez un moment. »« Bien sûr, inspecteur, » dit Miss Marple en s'écartant pour le laisser entrer. « S'il vous plaît, entrez. » Il entra et Miss Marple le conduisit au petit coin salon où un feu crépitait dans l'âtre, sa lueur chaleureuse remplissant la pièce. Elle lui fit signe de s'asseoir, et il le fit avec un petit soupir. « Je suis sûr que vous savez, Miss Marple, que nous avons bouclé l'affaire, » commença-t-il, d'un ton décontracté mais avec un courant de respect sous-jacent. « Everett est en détention, et nous avons obtenu les aveux. J'ai parlé avec l'avocat qui s'occupe de la succession de Hartley, et les détails du testament ont été confirmés. Tout est bouclé et le village peut désormais dormir tranquille. » Miss Marple hocha la tête, son expression calme. « Je suis heureux de l'entendre, inspecteur. Je suis sûr que les villageois l'apprécieront. » Crail la regarda attentivement, ses yeux se plissant légèrement. « Mais il y a quelque chose de plus que tu ne dis pas, n'est-ce pas ?» Les yeux de Miss Marple rencontrèrent les siens, et elle lui fit un petit sourire entendu. « Oh, je suppose qu'il y en a toujours. Mais je crois que c'est vous qui avez fait... » « Le gros du travail, inspecteur. Je vous ai simplement indiqué la bonne direction. » Crail rit, même si c'était teinté d'un soupçon de frustration. « Vous donnez l'impression que cela est si simple. Mais vous et moi savons tous les deux que ce n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Il y a encore des choses qui ne s'additionnent pas, n'est-ce pas ?» Miss Marple le regarda attentivement. « Tels que... » « Eh bien, les aveux, » dit Crail en se penchant en avant. « Everett a avoué oui, mais il y a encore des questions sur ses motivations. Il a affirmé qu'il était motivé par un désir de contrôle, qu'il voulait manipuler Marjorie pour qu'elle confronte son oncle et le force à réviser son testament. Mais le calendrier ne correspond pas tout à fait. S'il était si déterminé à obtenir ce qu'il voulait, pourquoi a-t-il attendu la dernière minute pour agir? Pourquoi ne pas intervenir plus tôt? » Miss Marple réfléchit un instant. « C'est un point intéressant, inspecteur, et je pense que vous avez raison de remettre en question la chronologie, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'Everett n'a jamais complètement admis. » Crail haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que ce serait ?» Miss Marple fit une pause, laissant le moment s'étirer un instant avant de parler. « Everett n'agissait pas seul, inspecteur. Même si ses ambitions étaient certainement une force motrice, je crois que quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus proche de Peter Hartley, a joué un rôle bien plus important dans l'orchestration. » De sa mort. Crail cligna des yeux visiblement surpris. « Tu veux dire Marjorie ?» Le sourire de Miss Marple était patient, mais impénétrable. « Non, pas Marjorie. Elle n'était qu'un pion dans ce jeu. Non, je crois que la personne qui avait le plus à gagner de la mort de Peter Hartley était celle qui avait le plus à perdre du Nouveau Testament. Madame Vine. » Le visage de Crail s'assombrit alors qu'il traitait l'information. « Vous insinuez que Madame Vine était impliquée dans tout ça? »« Je le crois, » dit Miss Marple d'une voix ferme. « Peter Hartley s'était fait pardonner avec elle au cours de ces derniers jours. Il avait eu l'intention de lui laisser la majeure partie de sa succession, une décision prise après des années d'éloignement. Madame Vine avait longtemps pris soin de lui, mais sa fierté avait été blessée lorsqu'elle avait été démise de ses fonctions. Elle avait le sentiment d'avoir été lésée, et je crois qu'elle nourrissait un profond ressentiment envers Peter, qu'il n'a jamais complètement compris. « Faz, alors pourquoi n'a-t-elle pas agi plus tôt ?» demanda Crail, visiblement perplexe. Si elle était si bouleversée, pourquoi attendre la fin? Les yeux de Miss Marple étaient perçants. Je pense que Madame Vine attendait le moment parfait. Elle savait que Peter ne lui laisserait jamais vraiment quoi que ce soit, à moins qu'il ne se sente coupable. Mais quand il l'a fait, il était trop tard. Il avait déjà mis le testament en mouvement, et ce n'était pas dans son intérêt. « Alors, elle a enrôlé Everett ?» demanda Crail, les sourcils froncés. « Pour manipuler Marjorie ?»« Précisément, » répondit Miss Marple.
Everett était un jeune homme ambitieux qui avait ses propres raisons de vouloir le domaine. Madame Vine, sentant une opportunité, l'a utilisé. Elle savait qu'il était désespéré et elle savait comment le contrôler. En l'encourageant à pousser Marjorie vers la confrontation, elle a préparé le terrain pour la mort de Peter. Crail se rassit, visiblement abasourdi par cette révélation. Mais Everett a avoué, c'est lui qui l'a fait. « Eh oui, » dit doucement Miss Marple, mais il n'était pas le cerveau. Il était simplement l'outil utilisé par Madame Vine pour exécuter son plan. Pendant un long moment, ils restèrent tous deux assis en silence, le feu crépitant dans l'âtre, tandis que Crail absorbait les paroles de Miss Marple. Il était clair que la vérité sur cette affaire l'avait déstabilisé. Il pensait que l'affaire était close, mais il semblait désormais qu'il restait encore des éléments à découvrir. « Eh bien, je serai damné, » marmonna Crail. « Je suppose que ce n'est pas fini après tout. » Le sourire de Miss Marple était doux. « En fin de compte, inspecteur, la vérité finit toujours par faire surface. Parfois, cela prend un peu plus de temps que prévu, mais elle apparaît toujours au grand jour. » Le lendemain, le village était redevenu calme, ses rythmes quotidiens reprenant comme si de rien n'était. Mais Little Witham ne sera plus jamais le même. La vérité avait été révélée, les ombres dissipées, et même si la résolution avait été satisfaisante, il subsistait toujours un sentiment persistant de quelque chose de perdu. Miss Marple se tenait près de la fenêtre de Primrose Cottage, regardant les villageois vaquer à leurs tâches quotidiennes. Elle avait résolu l'affaire, découvert les motivations cachées et rendu justice à ceux qui avaient été lésés. Mais alors qu'elle regardait le paisible village, elle ressentit une satisfaction douce et douce amère. Car tant que le crime aurait été résolu, la complexité de la nature humaine, avec tous ses désirs, sa cupidité et ses ressentiments cachés, continuerait de façonner la vie de ceux qui vivaient ici. Elle se détourna de la fenêtre et reprit son tricot. Le monde continuerait, et Miss Marple resterait toujours vigilante, toujours patiente, attendant que le prochain mystère soit résolu. Les jours qui ont suivi la résolution du meurtre de Peter Hartley se sont déroulés avec une finalité tranquille que seul un village comme Little Witham pouvait offrir. Les rues étaient moins fréquentées, les ragots plus discrets, et même les devantures des magasins semblaient se dresser avec une sorte de dignité lasse, comme si le poids de la vérité en avait tempéré l'éclat. Pour Miss Marple, cependant, le passage du temps n'a fait qu'approfondir ses réflexions. Elle savait mieux que quiconque que même si justice avait été rendue dans le cas de la mort de Hartley, les répercussions persisteraient bien plus longtemps. Le village continuerait à avancer, comme toujours, mais les secrets découverts, au cours de l'enquête, continueraient à se faire sentir sous la surface. Ainsi, Miss Marple était assise dans le calme de Primrose Cottage, tricotant comme elle le faisait souvent lorsqu'elle souhaitait réfléchir. Les aiguilles bougeaient régulièrement, mais son esprit était loin, dérivant sur les détails de l'affaire qui s'était déroulée de manière si inattendue. Peu de temps après, arriva le premier visiteur, le révérend Sims, un homme sincère, et bon qui, malgré tous ses efforts, ne sembla jamais vraiment comprendre toute la profondeur de la sagesse tranquille de Miss Marple. Il avait néanmoins un certain charme, et dans les jours qui avaient suivi la résolution de l'affaire, il s'était fait un devoir de venir lui exprimer sa gratitude. « Miss Marple, commença-t-il, assis en face d'elle alors qu'elle posait son tricot avec un petit sourire. « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le village. Il est clair que sans votre perspicacité, nous vivrions encore dans l'incertitude. Vous nous avez vraiment sauvés. » Miss Marple inclina modestement la tête. « J'ai seulement souligné ce qui existait déjà, révérend. La vérité était toujours dans le village, attendant d'être découverte. Les gens sont souvent plus transparents qu'ils ne le pensent. » Le révérend rit. « Ah oui, j'ai toujours pensé que la vérité était un cadeau pour lequel nous devrions être reconnaissants. Mais elle est si souvent cachée, enfouie sous notre fierté, nos peurs. » Les yeux de Miss Marple brillaient,
Ses aiguilles à tricoter bougeaient, à nouveau au rythme familier. C'est le problème de l'orgueil et de la peur, n'est-ce pas? Elles obscurcissent souvent notre jugement. Mais ce sont les petites choses, les moments inaperçus qui en révèlent le plus. Le révérend Sims parut réfléchir un instant. C'est votre observation discrète des gens, Miss Marple, qui a fait la différence. Vous saviez quand écouter, quand poser la bonne question. J'avoue que j'ai peut-être été trop prompte à accepter la surface des choses. Il y a toujours plus sous la surface, révérend, a déclaré Miss Marple avec un doux sourire. C'est le cœur humain qui est le plus mystérieux de tous. Les réponses sont toujours là si l'on sait où chercher. Le révérend hocha la tête, l'air pensif. Vous avez raison, bien sûr, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est toujours pas résolu. Je sais que nous avons trouvé le coupable, mais il reste toujours l'affaire Marjorie Hartley. Elle semble tellement perdue. Le regard de Miss Marple s'adoucit et elle soupira. Oui, Marjorie, c'est une tragédie, n'est-ce pas? Elle est prise entre la culpabilité et le chagrin, manipulée par des forces indépendantes de sa volonté. Mais elle n'est pas sans agence, révérend. Elle a la force d'aller de l'avant, si seulement elle pouvait trouver la volonté de le faire. Je suppose que nous devons tous le faire, répondit doucement le révérend. Nous devons tous trouver un moyen de porter nos fardeaux. Les jours passèrent en semaines, et la vie à Little Witham commença lentement à reprendre sa routine. Le procès de M. Everett a été rapide. Ses aveux avaient scellé son sort et, bien qu'il ait été habile dans sa manipulation, la vérité était apparue avec une clarté qui ne laissait guère de place au doute. Madame Vine a également été interrogée, même s'il n'y avait aucune preuve concrète suggérant son implication directe dans le meurtre. Pourtant, Miss Marple pensait que la culpabilité de Madame Vine résidait dans les recoins les plus sombres de son cœur, une femme qui avait vécu dans une amertume et un ressentiment silencieux, attendant une occasion de récupérer ce qu'elle avait perdu. Marjorie Hartley, après le procès, avait choisi de quitter Little Witham. Le village qui était autrefois sa maison lui semblait désormais trop lourd de souvenirs. La honte, le chagrin étaient trop lourds à supporter, même dans les coins tranquilles du village. Elle était partie vivre chez des parents éloignés à la campagne, en quête de paix et de réconfort. Un matin, Miss Marple se tenait à la fenêtre de son cottage, regardant la paisible place du village. Les enfants jouaient, leurs rires résonnaient dans l'air, et la lumière du matin projetait de longues ombres sur les rues pavées. C'était une belle journée ordinaire, et pourtant Miss Marple savait que les répercussions de la mort de Peter Hartley continueraient d'affecter le village pendant un certain temps encore. Mais en regardant la scène devant elle, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de contentement. L'affaire a été résolue, la vérité a éclaté, et justice a été rendue. Mais plus que cela, Miss Marple s'est rappelé que le monde, bien que complexe et parfois sombre, était aussi plein de petits et beaux moments. Des moments de vérité, des moments de connexion, des moments de compréhension tranquille. Son regard se tourna vers l'âtre, où le feu commençait à s'éteindre. Elle reprit son tricot, ses aiguilles bougeant régulièrement tandis qu'elle repensait à l'affaire. C'était toujours pareil avec son travail, n'est-ce pas? Elle a dénoué les fils, reconstitué le puzzle, et à la fin, il y avait toujours la paix de savoir que la vérité, aussi cachée soit-elle, se révélerait toujours avec le temps. Cet après-midi-là, une lettre arriva pour Miss Marple remise par le facteur du village. Il s'agissait d'une lettre officielle de l'avocat chargé de la succession de Peter Hartley, confirmant que le testament avait été exécuté avec succès et que l'association caritative que Hartley avait prévu de soutenir recevrait sa part légitime. Tandis qu'elle lisait la lettre, les yeux de Miss Marple s'attardèrent sur les dernières lignes. Là en bas, il y avait une petite note, un dernier acte de gentillesse de la part de feu Peter Hartley. À Miss Jane Marple, pouvait-on lire, « Je laisse un petit témoignage d'appréciation pour votre sagesse discrète et votre perspicacité. Puisse-t-il vous être utile à l'avenir si vous en avez besoin. » La lettre était signée du nom de Hartley,
et bien qu'il ne s'agisse que d'une somme modeste, Miss Marple sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas l'argent qui comptait, mais le geste lui-même, la reconnaissance de ses efforts, la reconnaissance de son travail. Avec un léger soupir, Miss Marple plia la lettre et la mit de côté. La marque d'appréciation, bien que réfléchie, resterait exactement cela. Un petit geste, un rappel discret, ce n'était pas la récompense qui comptait pour Miss Marple, mais la résolution du mystère, la découverte de la vérité. Elle se remit à tricoter, le feu brûlant doucement dans l'âtre. La journée touchait à sa fin, mais Miss Marple se sentait contente. Il y aurait toujours plus de mystères, plus de secrets à découvrir. Mais pour l'instant, Little Witham était en paix. Et c'était, pensait-elle, tout ce qu'elle pouvait demander. Le soleil du matin perçait les nuages, projetant de longs rayons dorés sur les pavés de Little Witham. Cela faisait des semaines depuis la résolution du meurtre de Peter Hartley, mais le village n'avait pas encore retrouvé sa routine paisible. Les ombres du passé persistaient encore dans les coins de la place, dans les tons feutrés des villageois et dans les esprits tranquilles de ceux qui avaient été témoins de la révélation du mystère. Miss Marple, comme toujours, était insensible aux subtils changements de rythme du village. Elle était assise dans son fauteuil préféré près du feu à Primrose Cottage, tricotant comme elle le faisait souvent. Ses mains travaillaient sans relâche le rythme des aiguilles, apaisant ses pensées alors qu'elle réfléchissait aux événements des jours passés. Le cas de Peter Hartley, bien que soigneusement réglé, lui laissait des questions en suspens. Pas sur le meurtre lui-même, mais sur la nature plus profonde du village, les vérités tacites, les mensonges discrets et les cœurs humains, cachés sous des couches de décorum. Les pièces finales s'étaient rapidement mises en place une fois que la véracité des aveux de M. Everett avait été révélée. Ses motivations, motivées par l'ambition et un besoin désespéré de contrôle, étaient claires dès le début, mais c'est la manipulation de Marjorie Hartley qui avait été la plus révélatrice. Et même si le rôle de Madame Vane dans l'histoire avait été celui d'une manipulation émotionnelle plutôt que d'une implication directe dans le meurtre, Miss Marple ne pouvait s'empêcher de se demander à quelle fréquence le ressentiment, aussi discret soit-il, pourrait s'envenimer en quelque chose de bien plus sombre. Ce sont les moments subtils et négligés qui ont conduit Miss Marple à trouver la solution. Les changements discrets du langage corporel, les expressions fugaces de culpabilité et les mots non prononcés. Comme toujours, Miss Marple ne s'était pas appuyée sur de grands gestes ou des confessions dramatiques, mais sur son observation, attentive des petits détails révélateurs de la nature humaine. Et en fin de compte, ce sont ces mêmes détails qui avaient révélé le véritable meurtrier, Monsieur Everett. Son désespoir de contrôle, sa manipulation de Marjorie et ses actions, finalement imprudentes, avaient scellé son destin. Sa confession avait été l'acte final d'un drame qui s'était déroulé au fil des jours et des semaines, chaque étape le rapprochant de l'inévitable révélation de la vérité. Mais Miss Marple savait que l'histoire ne se terminait pas vraiment avec les aveux d'Everett. Il restait toujours des ondulations discrètes, des changements subtils dans la vie des personnes impliquées. Marjorie Hartley, pour sa part, portera le poids de la mort de son oncle pour le reste de sa vie, même si elle avait été manipulée, même si ce n'était pas elle qui avait porté le coup fatal. Son cœur aussi avait été brisé, et même si elle finirait par quitter Little Witham pour reconstruire sa vie, il était indéniable que les ombres du passé persisteraient. Cambach. Au village lui-même, la vie continuerait. Les bâtiments altérés restèrent debout. Les enfants joueraient sur la place, et les villageois poursuivraient leurs activités quotidiennes. Mais on avait l'impression que quelque chose avait bougé. Quelque chose s'était brisé sous la surface. Le village parfait avait été fissuré, et même si les fissures étaient désormais atténuées avec le temps, les souvenirs de ce qui s'était passé ne s'effaceraient jamais complètement. Et Mademoiselle Marple, elle est restée telle qu'elle avait toujours été, tranquillement observatrice,
sans hâte, et toujours prête à voir à travers les façades que les gens ont si soigneusement construites. Elle savait qu'il y aurait toujours plus de mystères à résoudre, plus de secrets à découvrir. C'était tout simplement la nature du monde. Mais pour l'instant, au moins, la vérité sur la mort de Peter Hartley avait été découverte, et justice avait été rendue. C'était en fin d'après-midi que la dernière lettre arriva pour Miss Marple, remise par le facteur du village. Elle déplia l'enveloppe avec précaution, notant le sceau officiel du bureau du notaire. La lettre confirmait que la dernière partie de la succession de Peter Hartley avait été réglée et que l'organisme de bienfaisance que Hartley avait l'intention de soutenir recevrait la somme qu'il lui avait réservée. Une contribution petite mais significative qui permettrait de continuer à aider ceux qui en ont besoin. Mais c'est le dernier paragraphe de la lettre qui a retenu son attention. En guise de remerciement pour votre aide inestimable dans cette affaire, nous joignons un petit témoignage de notre appréciation en reconnaissance de votre perspicacité et de votre considération réfléchie tout au long du processus. Miss Marple sourit doucement en pliant la lettre et en la mettant de côté. C'était un petit geste, mais qui en disait long. Ce n'était pas l'argent ni le cadeau matériel qui comptait. C'était la reconnaissance de son rôle discret dans la résolution du mystère, la compréhension qu'une fois de plus, Miss Marple avait vu à travers les couches de tromperie et mis la vérité en lumière. La soirée arriva avec la même grâce tranquille qui marquait la fin de chaque journée à Little Witham. Miss Marple, contente de savoir que l'affaire était résolue, était assise près de la fenêtre de Primrose Cottage, son tricot posé sur ses genoux. Les derniers rayons du soleil peignirent le village de teintes dorées, et pendant un instant, il sembla que le temps lui-même s'était ralenti, juste le temps qu'elle puisse savourer la paix revenue. Et pourtant, elle savait, avec une tranquille certitude, que cette paix ne durerait pas éternellement. Il y aurait toujours une autre affaire, un autre mystère à résoudre, un autre cœur humain à démêler. Mais pour l'instant, Little Witham était calme. Les ombres du passé s'éloignaient, enfin, et le village et Miss Marple pouvaient se reposer.